Bon, il me faut d'abord remercier Jean-Pierre Brun d'avoir évoqué pour une courte campagne au Collège de France un vieux vétéran de l'armée romaine, mais qui a reçu son honesta missio depuis un certain temps et qui est retourné cultiver ses champs, qui donc n'est plus très au courant des dernières campagnes qui se sont déroulées dans ce désert. Alors, je ne vais pas dire des choses bouleversantes ni très neuves, non pas que ce soit impossible, mais ce n'est ni le cas, ni le lieu, ni la mission qui m'a été confiée. Je voudrais simplement, pour commencer, rappeler quel était l'état de nos connaissances sur ces pistes du désert oriental d'Égypte, sur ces pistes désertiques d'une manière générale, avant ces missions. En Afrique du Nord, je ne connais pas de pistes caravanières organisées et identifiées comme celles que nous connaissons en Égypte. Nous en avons en revanche en Syrie, qui sont connues depuis bien longtemps, et, pardonnez-moi ce saut géographique, mais je le crois nécessaire, parce que ces missions, une photo qui a sauté, tant pis, ces missions qu'avait conduites Antoine Poidbard dans les années 20, années 30, ont constitué jusqu'à une époque très récente le socle de nos connaissances sur ces systèmes routiers, en particulier cette route qui se trouve ici entre Damas et Palmyre, et qui est connue sous le nom de Strata Diocletiana, par une série d'inscriptions qui datent de la tétrarchie. C'est à partir de cette datation que l'on a d'inscriptions qui ne sont pas liées directement à ces fortins, que l'on a attribué de manière systématique ces fortins à l'époque tétrarchique, et en particulier leur typologie avec ces tours saillantes qui sont là, rondes ou carrées. Poidbard avait établi toute une typologie compliquée sur laquelle je ne reviens pas. Et ce qu'il faut noter probablement comme le plus important dans ces fortins, c'est leur similitude globale avec ceux du désert oriental d'Égypte, tels que vous en avez vu déjà un certain nombre de plans dans la présentation précédente, mais aussi l'importance des stockages d'eau qui se trouvent à l'extérieur de ces fortins et qui ne sont pas, pour leur part, au moins pour autant qu'on le sache, centrés sur un puits, mais qui collectent l'eau à l'extérieur, donc des systèmes qui ne sont pas défendus en eux-mêmes, pour les caravanes qui passent. L'eau étant collectée soit par des puits extérieurs, soit par des systèmes de run-off. Bon. Alors, il y en a toute une série, je ne donne que quelques photographies, parce que ce sont des systèmes bien connus, mais avec sur probablement plusieurs époques, plusieurs strates chronologiques. Ce type de fortin en Syrie continue jusqu'à l'époque omeyyade, puisque vous avez ici un système très semblable à celui que nous retrouvons en Égypte, avec des citernes centrales ici, et vous voyez un type de tour et de fortification qui, chronologiquement, est très différent, mais qui a perduré extrêmement longtemps. Cet excursus étant fait, je reviens à l'Égypte, non sans avoir remarqué au préalable que ce système ici de la Strata Diocletiana a longtemps été considéré comme un véritable limès, ici, alors que ce n'est au fond qu'une route entre une oasis et une autre oasis, et non pas du tout un système défensif, même si dans bien des ouvrages d'histoire, on continue de représenter cette route de la même manière, comme un limès, ainsi que celle qui est plus au sud, qui est donc la route qui mène au golfe d'Aqaba
et qui a été fouillé par Thomas Parker et son équipe. Donc pour revenir à l'Égypte, je reprends la même carte que celle que vous avez vue tout à l'heure. Je ne commande pas de nouveau ce système de 2 routes qui a été abondamment commenté depuis ce matin. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a donc plusieurs types de forts présents sur ces 2 routes, avec donc 2 zones. Hélène Cuvigny l'a rappelé. La zone des carrières avec des fortins qui ont un type bien particulier. Je pense qu'il faut relier ce type d'Umbalad dans les carrières du Porphyrites avec celui-ci du point de vue typologique dans son premier état, fouillé donc ou dégagé et republié par Valérie Maxfield et David Peacock, et avec donc un ensemble très plein de bâtiments. Il y en a évidemment plusieurs états ici ou là déjà, une seule porte axiale et des systèmes défensifs qui sont tardifs, comme cette clavicula, pas cette fois-ci de tour extérieure, comme on va le voir dans le système suivant. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à ce secteur des carrières. Comme vient de le rappeler Jean-Pierre Brun aussi, le fort le mieux connu donc sur la route de Myos-Hormos, et le mieux connu peut-être, le mieux conservé dans son état d'origine de tout le désert, à ma connaissance du moins, c'est celui-ci, c'est-à-dire celui d'Al-Zarqa Maximianon, dont on vient de vous dire qu'il a été certainement occupé pendant tout le second siècle après Jésus-Christ, sans doute avec une fondation de l'époque de Vespasien, après peut-être un premier poste, et une occupation qui ne dépasse pas sans doute la fin du second siècle de notre ère. Bien. Alors, ce plan de Jean-Pierre Adam, ici, qui remonte à l'une de nos premières missions, est assez caractéristique de l'ensemble que je dois décrire, c'est-à-dire un fortin qui fait grosso modo une 50aine de mètres de côté, vous verrez les dimensions plus précises tout à l'heure, avec une seule porte tournée du côté de la piste qui est un petit peu au nord par là, un puits central qui, comme tous les puits de cette région, a aspiré l'ensemble des constructions périphériques, une série de tours ici qui avaient d'abord été avant ces campagnes considérées comme caractéristiques de l'Antiquité tardive. Ce sont les campagnes qui ont été menées, campagnes de fouilles qui ont été menées sur ce fort, qui ont modifié complètement cette chronologie, qui reste, même pour les spécialistes du Limest, une chronologie mal connue, douteuse, qui est peu passée dans la vulgate archéologique aujourd'hui, et qui est considérée comme une sorte d'aberration disons, dans nos connaissances sur les fortifications militaires romaines en général. Donc, des petites tours, en fait, qui sont d'origine et toutes liées toujours à ces courtines, qui sont des courtines en pierre sèche, et pour lesquelles il n'y a d'autre liant que la boue du wadi. Tous les casernements sont adossés au rempart, avec une seule exception, qui est ce bâtiment-ci, au centre, face au puits, dont la fonction reste mystérieuse, compte tenu du fait que la plupart du temps, ces bâtiments, qui reviennent de manière récurrente dans la plupart des plans de ces fortins du désert oriental, dans la plupart des cas, donc, ces bâtiments sont presque totalement détruits ou arasés, ou en tout cas ne conservent plus leur sol au moins. Donc il est assez difficile de préciser la fonction. Je penche pour ma part, mais c'est vraiment une opinion personnelle et qui n'engage que moi, qu'il s'agit d'un système lié à l'extraction de l'eau dans le puits et non pas un bâtiment central de type Aedes militaire, mais c'est une discussion qu'il faudrait appuyer sur des arguments
technique trop long à développer ici, et donc je m'en abstiens. Les sols, alors ici près de la porte, un petit ensemble thermal qui a été ajouté dans un second temps, qui ne fait pas partie de la première construction. Ici, sans doute, un grenier, appelons-le ainsi, et par déduction, vous le verrez tout à l'heure à partir d'un ostracode, ici probablement le prétorium du camp. Tiens. Donc, un type de construction dont on n'a pas exactement le même modèle, de modèle similaire ailleurs dans l'Empire, qui se rattache effectivement au modèle plus tardif que l'on aura plus tard dans la Stratégia de Dioclétiana, ce qu'on ne savait pas au début, et qui constitue donc un unicum lié très certainement aux fonctions propres à cette route, c'est-à-dire, et à la route ensuite de Bérénice, c'est-à-dire effectivement l'hébergement d'une petite garnison et l'accueil de la garde du puits, bien sûr, du point d'eau, l'accueil éventuel de voyageurs et donc une halte organisée par l'armée et pas seulement pour l'armée, avec l'ensemble des ostracas le montrent, une partie de population civile, comme l'a rappelé ce matin Hélène Cuvigny. Alors, ce modèle est un modèle récurrent. Hormis ce fort de Kasser-Albenat que j'avais fouillé effectivement lors d'une des premières missions, comme l'a rappelé Jean-Pierre Brun, et que l'on suppose sévérien, à la fois en raison de sa forme, mais surtout de l'inscription, du fragment d'inscription qui a été trouvé là. La plupart des autres forts, je ne reprends pas le commentaire que vient de donner Jean-Pierre, répondent à un modèle qui est un modèle semblable à celui de Zarqa que je viens de décrire, et donc avec des systèmes identiques. Simplement, il y a évidemment un certain nombre de particularités locales. Là aussi, tous ces forts ne sont pas parfaitement datés. Il faut, disons, un raisonnement historique pour les dater, beaucoup plus qu'un raisonnement appuyé sur des faits archéologiques concrets dans nombre de cas. Sur la route de Bérénice, on a le même système, mais avec un certain nombre de difficultés supplémentaires, puisque la plupart de ces fortins, ici, offrent un plan qui est le plan de la dernière phase d'occupation, dont Jean-Pierre Brun vient de vous dire qu'il l'attribue, et je suis totalement d'accord avec lui sur cette datation, il l'attribue au, disons, deuxième tiers, probablement à l'époque de Galien, de l'occupation de ces forts. Ceci est un élément important parce que nous n'avions jusqu'à présent pas ces niveaux tardifs nulle part, mais c'est une conclusion qui peut être en quelque sorte étendue à l'ensemble du monde romain, puisque nous ne connaissons nulle part dans l'Empire, que ce soit en Orient ou que ce soit en Occident, de véritables niveaux de cette époque, 260-270, dans ces fortins militaires, et nous n'avons aucune idée, la plupart du temps, de leur architecture, soit parce qu'elle a continué à perdurer, soit parce qu'il y a une rupture dans l'occupation, un gap dans les constructions, et on ne retrouve de nouvelles constructions qu'à partir justement de l'époque de la tétrarchie. C'est ce qui explique que ce type de plan, qui a l'air, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Pierre, de fournir un certain nombre de structures foisonnantes, proliférantes, avec des constructions dans tous les sens, une montée très rapide des niveaux, paraissent toujours, lorsqu'on présente ça dans un congrès de spécialistes, comme complètement aberrants, et avec la question qui s'ensuit, est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce sont des forts romains? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont un passé, mais ce passé est difficile, ce palimpseste est difficile à démonter, puisque la plupart du temps, dans ces fortins-là, les niveaux les plus anciens ne subsistent que par fragments, que par lambeaux, et on ne retrouve jamais, ou presque jamais, des niveaux anciens suffisamment développés pour arriver à reconstituer un plan comme celui de Zarqa.
La seule exception, c'est ce site de Falacro que j'ai fouillé sans pratiquement trouver un seul tesson, ou à peu près, et qui n'avait même plus la trace de son puits. Bien. Alors, si on veut essayer de résumer tout ça, on peut le faire par un tableau qui montre les petites différences qui existent dans les dimensions de ces formes. Et vous voyez qu'on tourne toujours autour d'un carré d'une cinquantaine de mètres de côté, 50, 55 mètres, parfois un peu plus, parfois un peu moins, avec quelques hauteurs de remparts qui sont intégralement conservées. Vous voyez ici. Je fais observer que la hauteur de ces remparts est une hauteur qui est très inférieure aux remparts que la hauteur de celle que l'on peut rencontrer ailleurs, en Europe notamment, ou restituer ailleurs, parce que bien souvent, ces remparts ne sont pas conservés en Europe, sauf cas exceptionnels. Et donc, on a un bon mètre au moins, et parfois même 2 mètres, comme ici, de hauteur en moins, ce qui ne fait pas de ces remparts des obstacles extrêmement importants face à une attaque, sauf une attaque de quelques cavaliers ou de bédouins. Une photo ici pour vous montrer à quoi ressemblent ces tours d'angle que l'on a dans ce désert, et ce sont des tours extrêmement modestes qui permettent seulement, disons, d'installer 1 ou 2 soldats, pas davantage, avec donc un rôle militaire extrêmement limité du point de vue de la défense de ces petits postes. Donc ici, quelques remparts conservés jusqu'au chemin de ronde, par exemple à Umbalad, ici à Zarqa, avec donc un rappel de la hauteur. On a même ici encore les créneaux, c'est ce qui permet d'avoir une bonne estimation de l'ensemble architectural. Presque, on rencontre un certain nombre de poternes, celle de Beyza, une à Didimoy, ou ici c'est la même chose. Ce sont toujours des poternes qui sont des constructions secondaires par rapport à la construction principale, donc creusées à l'intérieur du rempart dans un temps d'occupation second. Et puis, j'ai remis cette photo ici pour montrer cette clavicule d'Umbalad qui ressemble fortement à celle du Claudianus et qui est évidemment un rajout par rapport à la construction d'origine qui montre une insécurité croissante avec le temps dans ce désert. Bien. Autre chose fondamentale, donc à part les puits, des citernes très importantes. Alors des citernes extérieures, comme c'est le cas ici à Didimoy ou à Zarqa. Ici, on n'a que le tuyau d'évacuation des eaux. Et le fort qui a le système de citernes le plus important, c'est celui de Didimoy, où on est passé en un temps que nous ne savons pas estimer, mais disons un siècle à peu près, on ne sait pas l'estimer plus précisément, d'une capacité d'environ 120 mètres cubes à une capacité de 380 mètres cubes, calcul un peu grossier, mais qui donne une bonne idée de la manière disons, du rôle que ces fortins avaient, c'est-à-dire le stockage de l'eau pour les caravanes de passage, en plus bien sûr de garder le point d'eau. Presque systématiquement des thermes. Bien. Ce système de thermes, par exemple, découvert à Zarqa, rappelle fortement celui qu'on vous a montré ce matin. Et c'est évidemment un type de fonctionnement qui renvoie à une époque assez haute du point de vue typologique, mais je n'ai pas le temps de communiquer ça. Ça a été publié dans un ouvrage spécialisé qui s'appelle Balaneion. Nous avons, j'en disais quelques mots tout à l'heure, un ostracone de Maximianon qui montre qu'il y a 4 coins qui sont nommés dans cet ostracone, avec donc les thermes, l'oréum, le coin du conduit et le prétorium. Je me suis emmêlé les pieds tout à l'heure dans ma description, excusez-moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles, ailleurs, et malgré l'état de prolifération tardif des constructions, nous identifions ici, dans ce coin, le prétorium
de ce fort, ici, qui est donc Iovis, parce qu'il est orné en quelque sorte de cette mosaïque qui en fait une pièce particulière et qui constitue donc un exemple rare dans ce désert. Alors, l'une des questions qui m'ont le plus intéressé dans l'architecture de ces fortins, ça a été le déplacement de la chapelle aux enseignes, qu'on appelle traditionnellement la chapelle aux enseignes, et qui est évidemment un mot moderne, qui ne connaît pas en fait en latin de sermo technicus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul terme qui désigne ce temple qui accompagne systématiquement l'implantation d'une unité militaire romaine, quelle que soit sa taille. Et je l'ai situé de manière théorique à l'extrémité du fort de Zarqa, pour des raisons qui tiennent en fait beaucoup plus à des raisonnements d'architecture militaire générale qu'à l'état de conservation des vestiges qui est très très mauvais ici. Je considère que c'est la même chose à Banat, donc en face à la porte, à l'unique porte. Et ça, c'est l'état probablement d'origine, mais qui n'est presque jamais conservé. Quand par hasard il est conservé, comme c'est le cas à Zarqa, il n'en reste que des lambeaux. Plus intéressant pour l'histoire de l'armée tardive, c'est la transformation de ces, d'abord le déplacement de ces chapelles, de ces aedes, dans une des dernières phases d'occupation des forts. Nous en avons trois exemples probables. Celui à Didimoy, la chapelle qui donc aurait dû se situer de ce côté-ci, et dont il ne reste, à mon avis, que ce chicot de construction ici, qui forme une espèce d'abside, elle-même probablement n'a pas la construction primitive, a été déplacée ici, à cet endroit-là, et transformée, c'est une fouille de Jean-Pierre Brun, en sérapéum, ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les militaires ne sont pas présents dans ce sérapéum. C'est donc effectivement un culte local, mais un culte local où les soldats sont présents. Voici un soldat ici en marche. Vous avez ici le plan, ça a été publié dans Didimoy, je n'insiste pas. Toute une série de mélanges donc entre des têtes de Sérapis, une plaque de schiste ici qui montre sans doute un dioscure, et donc un mélange entre religion locale et religion militaire, dont on trouve des parallèles épigraphiques en Orient notamment, avec bien sûr les divinités du lieu. Je refais des choses là-dessus récemment, qui ont été récemment publiées dans les mélanges Sarnowski. Deuxième cas intéressant, celui de Iovis, là aussi une fouille de Jean-Pierre Brun, dont il a montré une photo tout à l'heure. Je n'ai pas le temps d'insister sur l'architecture de cette construction ici, mais il s'agit incontestablement d'une construction seconde et, encore une fois, d'un sérapéum. Enfin, dernier exemple, celui de Xéron Pélagos, où la chapelle se déplace elle aussi. Donc, dans ce secteur-là, il s'agit encore une fois d'une reconstruction avec un dispositif qui est un bricolage. Et cette fois-ci, ce n'est sans doute pas un sérapéum, mais un autre culte que nous n'avons pas su identifier. Bon, je vais plus vite pour gagner un peu de temps et terminer à temps. Donc, on vous a montré tout à l'heure ces batteries de fours ici du fort de Iovis. Il n'y a guère que là qu'on les trouve comme ça. Si, aussi à Xéron. Et puis, un certain nombre de petits silos, donc vous voyez ici quelques exemples. C'est de là que proviennent les fameux ostracas
Oui, Xéron, pardon, il y a toute une série de petits silos, et c'est dans des structures de ce type que proviennent les ostracas des blémies de Xéron Pélagos. Enfin, pour revenir au plan de Didimoy ici, les silos dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre Brun, donc vous voyez, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, rien qui soit vraiment propre à un système militaire, mais qui appartient à cette phase de reconstruction difficile à préciser. Alors, je ne voudrais pas terminer sans rappeler qu'il existe dans ce désert un certain nombre de grandes fortifications, toutes datées du Bas Empire, mais jamais sur ces pistes. Bon, là, on est dans le désert occidental, Dionysias, Jean-Michel Carrier connaît bien. Ici, on est dans le Sinaï, Tel El-Her. Ici, à Bouchard, on est dans le désert oriental, et c'est Stephen Sidebotham qui l'a fouillé. Vous voyez que nous avons bien dans ces régions une architecture militaire qui est classique, traditionnelle, qui correspond au canon qu'on peut connaître ailleurs, mais avec, donc dans d'autres lieux que sur ces pistes du désert oriental, avec d'autres fonctions. On ne connaît pas celle de la vallée, presque pas. On connaît encore moins les fortifications du 1er, 2e siècle de notre ère dans la vallée, et notamment les garnisons proprement dites. Donc, nous avons beaucoup de lacunes dans nos connaissances sur cette architecture militaire d'Égypte pour les périodes les plus anciennes. Alors, en guise de conclusion, quelques remarques sur ce qui, à mon sens, devrait être nos tâches pour l'avenir. Il me semble que, comme je l'ai dit en commençant, il est difficile de séparer complètement ce système, et, du moins du point de vue architectural, ce système des fortins des pistes du désert oriental d'Égypte, des autres systèmes qui peuvent exister ailleurs. J'ai dit qu'il n'y en avait pas en Afrique, ce serait à vérifier parce que je pense qu'il y en a en réalité, pas forcément partout, mais c'est une recherche à faire qui n'a jamais été faite. Deuxième conclusion, ces stations qui sont, je dis stations volontairement, qui sont à la fois des fortins et des haltes protégées, doivent être conçues ou comprises avec leurs fonctions propres et leur milieu propre. C'est-à-dire que ça ne s'applique pas. Leur fonction n'est pas universelle, elle est véritablement déterminée par un milieu et une fonction sur la route, un environnement, une datation aussi, puisque cela change dans le temps. Et c'est là aussi la réflexion globale n'a pas été faite sur ces ensembles. Et voilà, à peu près, je pense que l'on peut conclure là-dessus et vous remercier de votre attention.